voilà, je disais que moi, je m'appelle Sacha, j'ai 34 ans et j'ai un parcours de vie assez varié. Dès que j'ai fini mes études, je suis parti voyager et j'ai eu voilà, du coup l'occasion de vivre dans des groupes très variés. Je suis vécu dans enfin, du coup, de faire partie de groupes très variés, que ce soit des écolieux avec des fonctionnements très horizontaux ou d'autres avec des fonctionnements très libertaires, des fonctionnements beaucoup plus hiérarchiques en entreprise. J'ai été formé, toutes les questions de dynamique de groupe et de gouvernance, de prise de décision m'ont passionné. J'ai vu à quel point c'était un enjeu important pour les groupes. C'est pas le seul, hein, il y a d'autres enjeux interpersonnels qui sont tout aussi importants. Mais voilà, moi, j'étais assez touché par ces enjeux-là, plus structurels, de prise de décision. Euh, et j'ai été formé à la gouvernance partagée par l'Université du Nou il y a maintenant plus de 8 ans. Auquel j'ai vraiment adhéré. J'ai beaucoup aimé les outils qu'ils proposaient, les valeurs qui vont avec la gouvernance partagée. Et voilà, donc j'ai adhéré à ça et j'ai eu l'occasion de le vivre dans différents groupes et de l'observer dans encore d'autres groupes. Et voilà, donc, tout ce qui est gouvernance partagée, qui est du coup des modèles de gouvernance qui sont dérivés de la sociocratie, sachant qu'il y a plein de gens qui ont créé des variantes de la sociocratie, l'holacratie, la gouvernance organique, la gouvernance cellulaire, ouais, il y a plein de variantes. Et j'ai mis quand même vraiment adhéré à ça quand j'ai découvert. Et j'ai mis quasiment 6-7 ans en fait, à revivre les mêmes expériences euh, plutôt difficiles pour remettre en question ces modèles-là. Notamment, ce que j'ai vécu avec, c'est l'inertie qui a pu s'installer, le côté chronophage, la pression que ça peut mettre sur les individus, parce que c'est des modèles qui demandent voilà, pas mal de formation. Ça, s'il y a un peu de motivation et de moyens, ça s'acquiert assez facilement, mais aussi qui demandent au niveau de la posture des gens, ça leur demande d'être coopératifs, de savoir lâcher prise, de savoir être concis, de savoir argumenter leurs décisions, d'être à l'aise avec la prise de parole en public. Enfin, voilà, il y a plein de conditions comme ça. Quand elles sont réunies, ça peut marcher, ça peut super bien marcher. Et le problème, c'est que quand elles ne sont pas réunies, du coup, c'est là que les difficultés commencent pour l'organisation et ses membres. Et en fait, moi, dans mes expériences, la plupart des groupes, euh, en fait, quand ces conditions-là étaient réunies, c'était l'exception. Et la plupart du temps, il y avait une ou plusieurs conditions qui n'étaient pas réunies, et du coup, les groupes qui étaient en plus ou moins grande difficulté. Euh, Voilà. Et donc, il y a 2 ans, à force de revivre cette expérience-là plusieurs fois, j'ai remis en question de dire, mais en fait, qu'est-ce qui existe d'autre au niveau gouvernance? C'était le démarrage de toute une quête pour voir des alternatives. Et cette quête-là, elle a abouti grâce à la spirale dynamique. Je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent la spirale dynamique de Claire Graves, qui décrit un peu différents paradigmes que traversent les êtres humains. Et ce qui est super intéressant dans la spirale dynamique, c'est que ça décrit les paradigmes. C'est en même temps des paradigmes qu'on traverse à un niveau individuel et des paradigmes qu'on traverse à un niveau collectif. Je ne vais pas forcément rentrer là-dedans, c'est un sujet en tant que tel qui est super intéressant. Moi, vous pouvez trouver, je vous mettrai si vous voulez en lien dans l'email de fin, un petit lien vers, je vais le noter tout de suite, un petit lien vers une super vidéo qui parle de ça. Il y a un super bouquin aussi des Chabreuil. Euh, je vais le noter pour penser à vous l'envoyer. Bref, et la spirale, en tout cas, qu'est-ce qu'elle m'a apporté? C'est en fait à partir du 7e paradigme, c'est la compréhension qu'en fait toutes les paradigmes d'avant et donc les manières de faire et donc aussi les manières de prendre des décisions sont pas opposées mais sont complémentaires avant tout. Donc que ça soit la verticalité ou l'horizontalité ou la tradition ou l'innovation ou la liberté et les règles. Et que c'est en intégrant toutes ces polarités-là, toutes ces manières de faire, qu'on peut créer une gouvernance qui permet de s'adapter à toutes les situations. Parce que quand on fait partie d'une organisation, on va y avoir plein de situations, des décisions urgentes, on n'arrive pas à se réunir. Je sais où j'avais les gens. Des fois, on n'arrive pas à se réunir, il y a des décisions à faible enjeu, à fort enjeu. Et
pour moi, l'enjeu d'une gouvernance, c'est d'utiliser le bon processus. Ça, c'est au cœur de la gouvernance intégrative, c'est utiliser le bon processus au bon moment. Donc ça, c'était le premier élément on va dire, élément constitutif de la gouvernance intégrative, le côté intégrer la diversité. Et le deuxième élément, c'est de faire sur mesure. C'est moi ce que j'ai toujours vu jusqu'à maintenant en gouvernance, c'est qu'il y a des gens brillants qui inventent des modèles de gouvernance. Généralement, ils l'inventent pour leur propre organisation. Et ensuite, ils essayent, ou il y a des gens qui reprennent ces modèles, ou ils transmettent ces modèles pour les plaquer sur d'autres organisations. Ce qui parfois peut marcher, parce que l'organisation peut avoir à peu près les mêmes caractéristiques que des caractéristiques proches. Mais moi, ce que j'observe, c'est quand même que les organisations, il y a une grande diversité d'organisations, et que même deux organisations, deux chorales, deux entreprises, deux clubs de foot, n'importe, vont être très différents, en fait, ne serait-ce que par leurs membres. Et pour moi, il y a vraiment une unicité. Et du coup, renverser complètement le paradigme, plutôt que de demander aux gens et aux membres et à l'organisation de s'adapter à un modèle de gouvernance, et du coup de vouloir les former, les transformer, et on va créer, là, la gouvernance intégrative, elle sert à ça, c'est une méthode pour faire ça, pour apprendre aux gens, les accompagner à créer eux-mêmes leur gouvernance. Et donc une gouvernance qui va s'adapter à 100% à leur organisation. Voilà. Et c'est ce que je vais vous partager, ces retours d'expérience-là. Et voilà, moi, ça fait 2 ans et demi là, que j'ai créé la méthode, 2 ans et demi là, que j'accompagne des organisations. J'en ai accompagné une grosse dizaine. Et c'est le kiff. Moi, je m'éclate en tout cas à faire ça. Et c'est parti. N'hésitez pas du coup à vous poser, je vais rentrer un petit peu plus dans les détails. N'hésitez pas à vous poser les questions dans le chat ou à lever la main. Ouais, je vais démarrer juste avant de rentrer dans la méthode de la gouvernance intégrative aussi. Qu'est-ce que ça peut avoir de coûteux de plaquer un modèle, ce qui se fait habituellement. Pour moi, ça a un avantage, le fait de plaquer un modèle, c'est qu'on sait où on va, on a de la clarté, et c'est rassurant. C'est rassurant pour les membres de l'organisation, et c'est rassurant pour la personne qui accompagne. S'il y a quelqu'un d'extérieur qui accompagne, c'est rassurant. Mais l'inconvénient, c'est que c'est assez coûteux et c'est assez déstabilisant pour l'organisation, parce que du coup, les membres de l'organisation vont avoir à acquérir plein de nouvelles connaissances, une nouvelle posture, et ça, c'est assez coûteux en énergie. Et des fois, il n'y a pas tout le monde dans l'organisation qui a envie de ça. Donc ça peut créer un clivage dans l'organisation avec des gens qui adoptent la nouvelle gouvernance et des gens qui la rejettent. J'ai plusieurs exemples comme ça d'organisations où ça a pu créer des clivages et des tensions vraiment importantes. Voilà, il y a ce côté déstabilisant, et certains modèles de gouvernance, on va attendre que les gens soient différents de ce qu'ils sont. Moi, je trouve ça bien de monter au niveau de la posture, au niveau de nos capacités d'écoute, d'expression, de centrage, de lâcher prise. C'est génial de pouvoir développer tout ça. Mais quand c'est une exigence pour que la gouvernance marche, ça peut devenir une pression sur les individus. Et plutôt, donc du coup, on a une gouvernance, en fait, quand les gens seront à ce niveau-là de posture, ça marchera très bien, mais en fait, les gens sont quelque part là. Et du coup, en fait, tout le décalage, ça va faire des dysfonctionnements. Et moi, je trouve ça plus simple, plus efficace de créer une gouvernance qui est au niveau de posture des gens, et quitte à monter petit à petit le niveau de posture de gens, du coup aussi le processus qu'on peut utiliser. Là, je vous donnerai un petit exemple, par exemple, une organisation que j'ai accompagnée, c'est une association de permaculture qui voulait apprendre à avoir plus d'intelligence collective, plus délégué. Il y avait un fondateur qui était très, très actif, très, très un peu central. Du coup, lui, il avait envie de déléguer beaucoup plus. Et ce qui était frappant quand on les a accompagnés, c'est qu'ils étaient incapables de s'écouter, en fait. Ils étaient incapables de ne pas se couper la parole. Clairement, il n'y avait pas du tout les qualités de base pour faire de la gouvernance partagée, par exemple, et rien que pour faire une réunion, en fait.
Et eux, leur envie, leur envie, c'était d'avoir les mains dans la terre. Mais du coup, ils avaient besoin un peu de se coordonner pour leur projet. Et du coup, on les a accompagnés. Eux, c'était leur demande de créer une gouvernance sans réunion. Donc, voilà, que toutes les prises de décision se prennent sans réunion. Donc voilà, une demande originale. Et j'en ai eu d'autres, des demandes originales, des gens qui voulaient une gouvernance qui intègre le corps, des gens qui avaient 3 structures juridiques imbriquées, enfin, des organisations avec 3 structures juridiques imbriquées. Voilà, il y a plein de demandes spécifiques en fait, et d'où l'intérêt en fait de pouvoir les accompagner sur mesure. Allez, c'est parti, je vais vous projeter un petit support. Je regarde parce que j'ai l'impression qu'il y avait des premières questions. Combien de temps estimes-tu qu'il faut pour co-créer sa gouvernance dans un groupe de moins de 10 personnes, on va dire que c'est 10, autour d'un but commun? Combien de temps il faut pour créer une gouvernance? Alors, je peux vous donner mes retours d'expérience. C'est assez variable. Ça va dépendre aussi d'à quel point le groupe veut rentrer dans le détail. Mais grosso modo, ça peut aller de... alors là, avec un groupe de travail, on va dire une demi-journée. Le minimum, ça serait une demi-journée en grand groupe, une journée pour le groupe de travail. Voilà. Je pense que ça, c'est vraiment le minimum avec un groupe qui est hyper... avec des individus, enfin des gens qui sont compétents, motivés, qui ont la pêche et tout. Mais il y a des groupes, des fois, je les accompagne. 2 jours après, ils ont fini de créer leur gouvernance. Il y a des groupes, ils vont mettre 4 mois avec plein d'étapes, plein de réunions, ça va soulever des sujets, etc. Donc, c'est assez variable. Ça dépend beaucoup de la complexité de l'organisation aussi. Voilà, donc ça dépend vraiment des organisations. Allez, c'est parti. Je vous projette ça. Je vois une question aussi. Et dans la durée, est-ce que ça tient? Eh ben, pour moi, le but, c'est aussi que la gouvernance, le groupe, il évolue, ses membres évoluent. Pour moi, la gouvernance, si elle est sur mesure, elle a besoin d'évoluer aussi. Donc, elle n'a pas besoin d'être figée. En tout cas, il faut créer quelque chose qui soit quand même cohérent. Sinon, le groupe va être en difficulté. Là, c'est là aussi où ça sert d'avoir un accompagnement extérieur, une personne extérieure, comme moi, c'est mon métier, parce que du coup, j'ai mon expérience de gouvernance qui font que je vais voir venir, il y a des pièges, des choses trappes, je vais les voir venir, je vais pouvoir éviter au groupe de tomber dans ces erreurs-là qui peuvent leur coûter beaucoup. Et après, donc oui, ça tient. Et la gouvernance, en fait, ça tient dans le sens où, oui, le travail va donner des fruits, mais la gouvernance va continuer à évoluer. Et donc, des fois, le groupe peut se rendre compte très vite, au bout de quelques semaines, que des choses qui ont été créées, en fait, génèrent pas d'enthousiasme, les gens s'en saisissent pas, c'est trop compliqué, ils ont créé quelque chose de trop compliqué au début, ou qu'ils avaient oublié un cas de figure, etc. Et donc, la gouvernance va évoluer, mais ça pose pas de souci. Allez, c'est parti. Hop. Est-ce que vous voyez ce que j'affiche? Yes, super. Alors, ouais, ce qui est intéressant, déjà, quand on accompagne un groupe sur la gouvernance, c'est d'avoir de la clarté sur qu'est-ce que c'est la gouvernance. Moi, j'aime bien le définir avec la question qui décide de quoi et comment, entre guillemets, quel processus. Et donc, ça inclut différents éléments. Quels sont les rôles, quelles sont les compétences, comment ils se coordonnent entre eux, et hyper important, comment sont attribués les rôles. Est-ce qu'ils vont être élus en élection sans candidat, au volontariat, nommés, etc. Ça va avoir des influences importantes, ça va avoir des impacts importants.
Voilà, donc tout ce qui est rôle instance, souvent les organigrammes, et souvent quand les gens parlent de gouvernance, ils ont ça en tête, ils ont l'organigramme en tête, mais c'est loin d'être le seul élément. Et du coup, il y a tous les processus utilisés, quels sont les processus de décision. Et pour moi, quelque chose qui est hyper important, qui fait aussi partie de la gouvernance intégrative, c'est d'intégrer justement aussi l'informel, enfin de l'avoir en conscience pour pouvoir en même temps lui laisser une place et en même temps le cadrer. Donc, parce que si on s'intéresse à la prise de décision dans une organisation, on peut observer qu'il y a en fait énormément de décisions qui se prennent de manière informelle, que ce soit par leadership, par des habitudes, des traditions. Les gens vont aller se référer à une personne, à un ancien, il y a des initiatives individuelles. Et tout ça, pour moi, ça fait aussi partie de la gouvernance. Et c'est important en fait d'apprendre à l'articuler avec la gouvernance formelle. Voilà. Donc, et le but, c'est pas pour moi, des processus de décision, une organisation, elle n'a pas besoin d'en avoir 10, hein. En avoir 3, 4, généralement, c'est largement suffisant. Ça suffit à remplir les différents cas de figure, que ce soit l'urgence, le niveau d'enjeu, le nombre de participants. Voilà, il y a différents critères comme ça un petit peu qui peuvent faire qu'on a besoin de processus différents sur la décision. Et 3, 4 plus l'informel, généralement, ça suffit largement. La question centrale, si on a plusieurs processus, c'est lequel on utilise à quel moment. Sinon, c'est le risque de se diviser là-dessus, en fait, de perdre énormément d'énergie là-dessus. Pour moi, c'est la clé de voûte en fait, d'une gouvernance. Et en fait, il y a très peu de groupes dans lesquels c'est clarifié. Si ce n'est pas clarifié, ça va être informel, donc ça va être le leader du groupe ou l'initiative individuelle ou ça va être une source de conflit. Voilà, tout ce qui tourne autour des réunions, comment elles sont préparées, quel sujet va être à l'ordre du jour, comment elles se déroulent, comment elles sont facilitées, comment elles sont suivies, la prise de notes, tout ça, et la circulation des informations. Donc ça, c'est pas forcément exhaustif, mais ça, voilà, ça c'est, on va dire, des éléments principaux quand j'accompagne un groupe sur lesquels je vais les accompagner, sur lesquels moi je vais être vigilant, de dire mais est-ce que sur chacun de ces éléments-là, ils ont quelque chose qui marche bien, quoi. Donc, c'est parti pour la méthode. Donc, quand j'accompagne un groupe, alors j'aurais pu mettre une étape 0, hein, qui est un peu toute l'étape de définition de la mission et d'échange avec l'organisation, qui est primordiale, hein, jusqu'à la signature du devis. Voilà, là, on va partir d'un cas de figure où ça c'est cette étape-là, enfin, l'important. J'aurais dû la noter. J'aurais dû la noter l'étape 0, la préparation de la mission. Et du coup, bien saisir les besoins de l'organisation. Et ce qui va être hyper important, du coup, vu qu'on n'a pas de modèle, moi, quand j'arrive dans une organisation, je ne sais pas ce que je vais leur apporter à l'avance. Alors, les échanges préalables me donnent une idée, me dire, bah tiens, en fait, là, ils s'épuisent, soit il y a un manque d'intelligence collective, chacun est un peu en silo dans son coin, ou ils vont... enfin, voilà, vu que j'ai déjà eu des entretiens téléphoniques, j'ai quand même une idée de certaines problématiques. Mais c'est important que le diagnostic, il prenne en compte, souvent c'est ce qui se passe, par exemple quand je fais des DLA, un dispositif local d'accompagnement, qui est un dispositif d'accompagnement, des financements d'accompagnement, en fait ils font un diagnostic, mais ils le font qu'avec quelques personnes. Et c'est dommage parce que du coup on a un diagnostic qui est un peu tronqué, quoi. On a le point de vue qu'une partie des gens. Et du coup moi je refais, enfin quoi qu'il arrive, je fais un diagnostic avec tous les membres de l'organisation. Et du coup diagnostiquer tous les éléments qu'on a vus avant, là, de la gouvernance, dire est-ce que pour vous les rôles et les instances ils sont bons, est-ce que vous avez plaisir à participer aux réunions, voilà comment ça se passe le déroulement des réunions, toutes ces questions-là, en fait, pour diagnostiquer ces éléments-là. Et pour le faire de manière hyper économe en énergie, le diagnostic, surtout si l'organisation est un peu grande, moi ce que j'aime bien c'est faire un questionnaire. Donc les gens, ça leur prend 15 minutes à chacun, donc c'est assez économe en énergie. Moi ça va me prendre surtout le temps de faire la synthèse, ça va me prendre 2 heures, quelques heures pour faire la synthèse de tout ça. Et du coup, avoir quelque chose ce qui est hyper important, c'est d'avoir une idée très claire des points où il y a des dysfonctionnements, des tensions. Du coup, c'est là-dessus qu'on va agir et d'avoir tout ce qui marche bien aussi. Parce que ça, on va soit le conserver, soit même le renforcer. Et c'est là où faire de la gouvernance intégrative
et accompagner un groupe, c'est assez intuitif et simple pour le groupe, c'est qu'en fait, tout ce qui marche bien, on va le garder. Donc les gens vont être beaucoup moins déstabilisés que s'ils devaient apprendre, si on faisait table rase du passé, comme par exemple avec l'holacratie ou d'autres systèmes, on fait table rase du passé, les gens ils doivent tout réapprendre. Donc là, voilà, les gens ils gardent une base, on va garder tout ce qui marche. Moi, je vois 2 points clés dans le diagnostic. Je ne vais pas rentrer dans le détail des éléments, là, ce n'est pas le sujet, ça c'est des choses qu'on fait en formation pro, là on n'a pas le temps. Mais moi, 2 aspects auxquels je suis vigilant, c'est la joie, l'enthousiasme. Est-ce que les membres de l'organisation ont de l'enthousiasme? Vous m'entendez toujours là, hein? J'ai eu un petit message bizarre, super. Est-ce que les membres de l'organisation ont de l'enthousiasme à participer? Parce que s'ils n'ont pas d'enthousiasme à participer, ça va créer plein de dysfonctionnements à long terme, enfin, ça va créer. Et moi, j'ai aussi envie je suis au service de l'organisation, mais je suis aussi au service de ses membres. J'ai envie que les gens puissent s'épanouir dans l'organisation. Donc, est-ce que les gens ont de l'enthousiasme et est-ce que l'organisation arrive à remplir ses objectifs? Donc, le côté efficacité. Donc, la joie et l'efficacité. Je vérifie dans le diagnostic, est-ce que ces 2 éléments sont là? Ou à quel point ils sont là, en fait, parce que c'est jamais parfait, même après la fin du travail. Voilà, donc une fois qu'on a fait un bon diagnostic, moi je fais au moins une demi-journée en présentiel avec tous les membres de l'organisation ou de l'équipe, en fait, ça dépend du coup quel est parce que des fois, dans certaines grandes structures, j'interviens pour la gouvernance d'une équipe, donc du coup d'un sous-groupe. Mais du coup, avec tout le groupe concerné, voilà, faire un temps en présentiel, qui a pour le but, c'est l'occasion de me présenter, de représenter la mission, d'approfondir le diagnostic et de faire un petit peu le point sur toutes les... Moi, on a développé en fait avec François, avec qui j'ai développé la gouvernance intégrative, tout un assortiment de jeux pédagogiques. Du coup, les gens, on va les faire se placer dans l'espace. C'est assez participatif où on va leur donner la parole, de dire comment ils vivent telle ou telle situation. Du coup, qu'on a des situations qu'on a identifiées dans le diagnostic, pouvoir mettre de la parole et mettre de la conscience au sein de tout le groupe, de dire, voilà, machin, lui, il en a marre de ce processus-là, qui prend vachement de temps, telle personne qui vit mal de ne pas être consultée sur tel sujet. Donc, permettre de mettre de la conscience là-dessus, et notamment tout l'informel, qui souvent est laissé sous silence. Et aussi, pour moi, d'ouvrir, ça, on a des super exercices où en fait, on fait vivre aux gens le même, on leur fait vivre un petit jeu. Ça peut être des jeux où on se positionne dans l'espace, ou des jeux où ils vont construire quelque chose ensemble. Et en fait, on va les faire vivre avec des consignes différentes pour explorer un peu des paradigmes différents. Donc des paradigmes coopératifs horizontaux, où ils doivent se mettre d'accord avant d'agir. Paradigmes libertaires, où ils vont agir, où ils sont libres d'agir comme ils veulent. Des paradigmes verticales, où il y a une personne, où il y a une séparation des tâches entre ceux qui vont décider, ceux qui vont exécuter. Et du coup, suivant en fait les situations qu'on leur fait vivre, différents paradigmes vont plus ou moins bien marcher. Et c'est des manières hyper fortes. En fait, dans le corps, les gens vont pouvoir vivre qu'en fait, suivant le problème, la question auquel est confrontée l'organisation, différentes manières de faire vont être plus ou moins pertinentes. Et si ça se trouve, il y a un exercice dans lequel laisser beaucoup de liberté, ça va super bien marcher. Et ça va être hyper efficace, hyper fluide, hyper simple. Et un autre exercice, ça va créer du chaos et des conflits. Et souvent, les gens dans l'organisation vont être en conflit parce qu'ils vont avoir ces systèmes de valeurs-là et ils vont être opposés et ils vont voir ces systèmes de valeurs-là comme opposés. Et du coup, ça va créer des conflits dans l'organisation. Et là, en leur permettant de vivre ça en grand groupe, ça leur permet de prendre conscience de l'intérêt d'intégrer cette diversité-là et qu'en fait, les préférences de chacun sont complémentaires. Et donc ça prépare pour moi le terrain, l'acceptation, l'adhésion à la gouvernance intégrative qui va être créée. Voilà. Donc, ah oui, le présentiel en grand groupe, c'est aussi une occasion de générer de l'intelligence collective, du coup, de récolter les idées des gens, eux, par rapport là aux problématiques de la gouvernance, qu'est-ce qu'ils ont comme idée. Voilà, et donc de récolter toute cette matière-là. J'aime bien récolter par écrit, que les gens ils se mettent en petits groupes pour parler, puis après qu'ils prennent des notes.
pour qu'après, ces notes-là... donc après, il y a plusieurs modalités, parce que du coup, la manière d'accompagner est aussi sur mesure suivant le groupe. Moi, la modalité que je préfère, clairement, c'est ce que j'ai appelé le GT, le groupe de travail. C'est en fait, on va créer un groupe de 3 à 6 personnes qui va avoir du coup un mandat très clair sur la création de la gouvernance. Il va être aussi généralement élu, ou on va attribuer ces rôles-là pendant le temps en grand groupe. Des fois, on peut le faire en amont pour certaines organisations. Et ensuite, c'est ce groupe-là, moi, je repasse du temps avec lui pour lui transmettre encore, si par exemple, tiens, ils n'ont pas de processus pour prendre... Le groupe n'a pas de processus pour prendre des décisions quand ils n'arrivent pas à se réunir, moi, je vais leur transmettre ça. Ou comment faire le choix du processus. Moi, je vais leur transmettre aussi les connaissances dont ils ont besoin pour choisir pour ce sujet-là. Et ensuite, suivant le budget de l'organisation, le groupe de travail va ou pas travailler en autonomie. Donc, soit je travaille avec eux pour les organisations qui ont un peu plus de budget. Voilà. Soit ils vont travailler en autonomie, puis moi je les suis, ils me donnent un coup de fil, j'échange par email avec eux, ce qui permet de réduire aussi le budget pour eux. Et il y a des groupes qui aiment bien être autonomes aussi. Et une autre solution pour certains groupes qui ont des fois une culture très très collective, ou pour X raisons, c'est pas pertinent de créer un groupe de travail, c'est de faire du coup, prendre au moins 2 jours en grand groupe et de créer la gouvernance. Du coup, je crée la gouvernance avec eux, c'est un accompagnement beaucoup plus opérationnel, où je vais créer avec eux, je vais les aider pas à pas à créer leur gouvernance. Ce qui est intéressant parce que du coup, généralement, ça va créer une adhésion encore beaucoup plus facilement, mais c'est quand même beaucoup plus d'énergie pour le groupe. Il suffit que le groupe ait 10, 15, 20 personnes ou plus, ça peut prendre beaucoup d'énergie. Et des fois, ça met un peu, du coup, au bout des 2 jours ou des 3 jours, on veut avoir une gouvernance, donc ça met un peu une pression de temps qui n'est pas forcément confortable pour eux, qui n'est pas forcément confortable pour moi ou la personne qui les accompagne, mais c'est possible. Tiens, je vais regarder s'il y a des questions, je vois des choses dans le chat. Ouais, je vais répondre aux questions. Alors, le questionnaire n'est-il pas complété par quelques entretiens individuels? Si je complète le questionnaire, je le complète. En fait, les entretiens individuels, souvent, je les ai avant. Du coup, c'est l'étape pour la rédaction de la mission. C'est là que j'ai des entretiens avec un peu des personnes clés de l'organisation. Et ça m'arrive d'avoir des entretiens après le diagnostic. Si je vois qu'il y a des grosses problématiques qui se jouent autour d'une personne, autour d'un rôle, qu'il y a un nœud un peu que j'ai besoin de comprendre, je peux pousser le diagnostic avec des entretiens. Alors, Timothée qui me demande, je travaille sur des modes de gouvernance pour les collectifs qui coopèrent en remote, donc à distance. Aurais-tu des éléments qui intègrent les aspects de limitation, mais aussi les nouvelles possibilités qu'offre le distanciel par le numérique? Ouais, ça, Timothée, je vais la garder. Timothée, tu me la reposeras la question. Je vais finir avec la méthode. Et quand on aura fini avec la méthode, j'aborderai du coup un peu comme ça des demandes particulières qu'il peut y avoir. Tiens, un collectif qui travaille à distance, quels outils peuvent être adaptés? Voilà. Je veux bien que tu me reposes cette question-là à la fin. Voilà, donc là, il y a le groupe de travail ou un groupe qui a créé la gouvernance. Si c'est le groupe de travail qui a créé la gouvernance, ce qui est important, c'est de refaire un temps en grand groupe pour restituer ce qui a été créé, pouvoir le transmettre. Et quand je dis restituer, c'est pas un PowerPoint, quelque chose d'un peu passif, c'est aussi pouvoir faire expérimenter aux gens. S'il y a un processus ou 2 qui a été ajouté à la gouvernance, c'est pouvoir le faire expérimenter aux gens qui puissent s'approprier la gouvernance. C'est aussi l'occasion de répondre aux questions. C'est une étape qui est vraiment cruciale pour l'adhésion et l'intégration de la nouvelle gouvernance. Et ensuite, c'est la période de test. Moi, j'invite toujours à faire ce travail-là de gouvernance avec beaucoup d'humilité, parce que c'est quelque chose de très complexe. Enfin, c'est pas quelque chose de très complexe, mais une organisation, c'est quelque chose de complexe. Et des fois, entre l'idée qu'on en a et le résultat que ça va avoir dans le réel, pour moi, on ne peut jamais être totalement sûr. Et moi, le groupe de travail, quand je les accompagne, souvent le mandat que je prépare avec eux, c'est qu'ils sont responsables de créer une espèce, un peu
un prototype de gouvernance qui va être testé pendant une période définie, 3 mois, 6 mois, 1 an, et du coup qui permet d'expérimenter, et période pendant laquelle le groupe de travail continue de faire évoluer la gouvernance. S'ils se rendent compte d'un dysfonctionnement, bah, ils y répondent, ils modifient la gouvernance en temps réel. Voilà. Et ça diminue aussi un peu l'enjeu, en fait. Voilà, on n'a pas la pression de faire un truc parfait du premier coup, et c'est normal qu'on apprenne avec l'expérience. Et ensuite, suite à la période de test, faire un bilan, auquel généralement nous on participe, qui permet aussi de réajuster des choses s'il y a besoin. Et là, ça peut être mûr. Des fois, il y a besoin de retester, mais souvent, là, à ce moment-là, on va dire la gouvernance, elle est mûre pour être validée de manière plus définitive, même si elle restera évolutive. Là, il y a l'organe. Ça va dépendre des groupes, hein. Est-ce que c'est le conseil d'administration? Est-ce que est-ce que ça se valide en plénière? Est-ce que, suivant les groupes, c'est pas le même organe qui va valider la gouvernance? Mais du coup, voilà, d'avoir vraiment là, du coup, le GT, il remet son pouvoir au groupe, quoi. Parce que c'est un pouvoir énorme de créer une gouvernance. C'est un sujet qui concerne tout le monde, qui a des impacts sur tout le monde, et surtout tout le monde se sent concerné. Voilà. Et d'ailleurs, là, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais ça, c'est des éléments hyper importants. Le groupe de travail, pour moi, je vais quand même vous donner les 2-3 clés. Pour moi, il a 2 critères qu'il doit remplir. Donc 3 à 6, c'est en même temps être suffisamment nombreux pour avoir de l'intelligence collective, et en même temps être pas trop nombreux pour converger facilement. Et ce qui est hyper important, c'est qu'il soit représentatif de la diversité dans l'organisation. Donc un peu des différentes tendances, des polarités, et qu'il ait la confiance du groupe, puisque c'est un grand pouvoir de faire ce travail-là. Et donc qu'il ait beaucoup de légitimité. Et donc ça, c'est la question de comment sont attribuées ces places dans le groupe de travail, en fait. Si c'est nommé par le patron ou par la directrice ou par machin, etc., la légitimité ne va pas être terrible. Au volontariat, ça peut être aussi assez variable. Moi, souvent, quand je le fais, j'aime bien les lire avec une variante de l'élection sans candidat. Je ne fais pas de l'élection sans candidat classique parce que ça demande que les gens ils maîtrisent le consentement, tout ça, c'est assez complexe, mais c'est là où c'est vachement intéressant de remettre de la créativité dans la gouvernance. C'est qu'on peut avoir les avantages de certains processus, comme l'élection sans candidat, qui est génial de faire émerger des gens de la base, en fait, et en même temps avoir une variante qui soit accessible à tout le monde. Donc souvent, moi, j'utilise ça pour lire groupe de travail. Ouais, qu'est-ce qu'il y a? Donc ça, c'est un peu les 2 modalités, avec le groupe de travail et avec travailler en grand groupe. Et une 3e option que moi, j'ai encore jamais fait, mais qui est possible, mais c'est pas mon kiff, c'est un mode un peu plus consultant. Et ça serait pour des groupes. Alors j'ai mis en burn-out, ça veut dire des groupes qui ont vraiment pas le temps, où les membres sont épuisés ou sont trop en conflit. Et donc en gros, on va dire, ils n'auraient pas la capacité de créer leur gouvernance. Et donc en gros, c'est moi qui la créerai pour eux. Parce que donc en fait, les étapes sont les mêmes. Donc il y a un diagnostic, ensuite on fait un temps en grand groupe, donc on peut raccourcir un petit peu, hein, et ensuite, ça sera à moi, enfin l'accompagnant, de venir s'imprégner du groupe, donc de venir y passer du temps, participer aux réunions, aller faire plein d'entretiens encore creusés, et ensuite créer la gouvernance, donc comme un consultant extérieur, et de dire, bon, moi je vous conseille ci et ça, etc. Donc c'est assez économe pour le groupe en énergie. Par contre, il faut imaginer bien qu'au niveau de l'adhésion, pour moi, c'est pas là qu'on fait le travail de qualité maximale, parce que moi, en tant que personne extérieure, je connais peu le groupe, même si j'y vais m'en imprégner. Mais voilà, c'est une possibilité. Pour moi, la qualité de travail maximum, c'est quand on allie l'expertise des gens qui ont de leur propre groupe et l'expertise d'un accompagnant extérieur en gouvernance. C'est là, si on allie ces 2 expertises, qu'on a le travail de qualité maximale. Donc ce travail-là, voilà, ça, moi, pour l'instant, j'ai pas eu à le faire et ça me va très bien. Ok, qu'est-ce que je voulais partager d'autre? Je vais arrêter le partage. Est-ce que vous avez peut-être déjà des questions à ce stade-là? Ça peut être l'occasion, là, avant qu'on rentre dans des exemples, peut-être dans des exemples plus précis d'organisation.
Je ne sais pas si vous avez des questions sur le déroulement, quel qu'il soit, hein, sur le déroulement des accompagnements. Comment alimentes-tu les réflexions du GT et ouvre le champ des possibles? Moi, j'ai toute une boîte à outils, hein, avec la gouvernance intégrative. Ça a été l'un des premiers travaux que j'ai créé. C'est du coup, je me dis, je pense qu'une gouvernance, c'est sain qu'elle intègre une diversité de manières de faire. C'est déjà de mettre en conscience toutes ces manières de faire. Donc, moi, j'ai créé une boîte à outils avec là des dizaines de fiches de processus, avec 11 familles de processus. Je peux vous montrer une petite ressource d'ailleurs qui n'est pas inintéressante. Hop. Hop, je ne sais pas si vous voyez. Voilà, par exemple, ça, c'est le résultat d'une partie. Hein, c'est une manière synthétique, en tout cas, de présenter le travail de, pour moi, la diversité des manières de prendre des décisions. Donc, je l'ai classé en famille pour simplifier. Donc voilà, il y a des choses, hein, très connues, hein, les votes binaires, les votes à la majorité, tout ce qui est horizontal, consensus, consentement, les rôles qui sont incontournables, tout côté libertaire, initiative individuelle, autogestion. Ça, pour moi, c'est une famille hyper sous-utilisée, qui a pas mal d'intérêt dans pas mal de cas. Tout ce qui est vote créatif, donc des votes où on va faire émerger plusieurs propositions et où ensuite les gens vont pouvoir se positionner sur toutes les propositions. Donc ça permet quand même d'avoir une adhésion assez forte et beaucoup de créativité. Tous les processus consultatifs, sollicitation d'avis, partage d'intentions, de consultation présentielle, de consultation tête-à-tête, le hasard, suivre un signe, voilà, qui est assez, dans nos sociétés, très rationnel, qui est très peu utilisé, mais il y a des gens, et certains groupes, c'est rare, mais qui utilisent ça. Ce qui est tradition, habitude, décision algorithmique, ça, je ne vais pas le développer. C'est des choses qu'on voit là dans le module de base. Voilà, je ne vais pas rentrer forcément là-dedans. Et le non-choix, ne pas décider, qui est quand même quelque chose d'important. Voilà. Donc ça, moi, ça, c'est des choses, par exemple, qui peuvent servir à nourrir un petit peu l'intelligence collective du groupe. Et en fait, il est nourri aussi, pour moi, par la deuxième étape, là, en grand groupe, on va récolter les idées de tout le monde. Ça, c'est une super matière pour alimenter les réflexions du groupe de travail. Donc, il y a en même temps, du coup, les idées du groupe de travail, les idées de tous les membres de l'organisation, et moi, mes propres connaissances. Et c'est là où c'est important, où pour moi, ça fait partie des qualités, on va dire, si on veut accompagner les gens avec la méthode de la gouvernance intégrative, c'est d'être curieux et d'explorer plein de manières, plein de manières dont se prennent les décisions dans les groupes pour pouvoir les nourrir des possibilités et savoir trouver des solutions quand des groupes ont des problèmes concrets. Je vois, Sandrine, que tu as levé la main. Si tu veux remettre ton micro, Sandrine. Ouais. Ça y est, merci. Merci beaucoup pour tes partages et la possibilité de ce temps. Ma question, c'est est-ce que tu aurais l'expérience avec un groupe de personnes déjà formées au niveau communication, gouvernance partagée, etc., qui mettent en place une organisation. Et là, j'ai l'impression qu'il y a comme quelque chose de l'ordre de la vie des nous. Je ne sais pas si ça parle. D'abord le nous fusionnel, ensuite le nous conflictuel, etc., qui fait que il y a comme des blocages malgré les compétences quelque part. Ouais. Et alors c'est une analyse de comptoir, hein, mais ça pourrait être comme des schémas inconscients qui s'activent en fait. Ce qui est pas mal exprimé ces derniers temps, c'est que ça résonne avec des schémas familiaux personnels et que c'est un peu comme si on se faisait rejouer nos postures, nos places. En fait, c'est la place. Quelle est ma place dans le groupe? Et en fait, on voit une résonance. On commence à deviner une résonance avec les accrochages dans nos constructions intimes, en fait, personnelles.
de quelle place j'ai pris dans ma famille, quelle place j'ai pris voilà, dans ma fratrie, etc. Est-ce que ça fait partie des choses que tu explores, que tu... Voilà. Qu'est-ce que tu en penses? Ouais. Est-ce que ça fait partie des choses que j'explore? Non, pas en tant que tel. Moi, je reste sur un côté plus structurel. Je ne vais pas rentrer dans l'histoire des gens. Mais ce n'est pas parce que ce n'est pas intéressant. C'est parce que moi, je n'ai pas suffisamment développé ces compétences-là. Et quand j'interviens dans le groupe, j'ai envie d'être vraiment compétent et pas de faire un peu l'apprenti sorcier. Mais c'est là où c'est intéressant, en fait, que d'accompagner des groupes, c'est intéressant d'avoir plusieurs cordes à son arc. Et ça peut tout à fait en faire partie. Et si toi, par exemple, tu accompagnes les groupes, tu les accompagnes sur leur gouvernance et tu as ces compétences-là, c'est génial, en fait. Et si le groupe est ouvert à ça, parce que tout le monde n'a pas envie des fois de rentrer dans des choses intimes comme ça, mais s'il y a des groupes qui ont envie, qui ont la capacité et l'envie, c'est génial. Et la gouvernance intégrative, elle s'articule super bien avec les outils. En fait, si vous êtes déjà formé en gouvernance partagée, si vous êtes formé en médiation, si vous êtes formé en différentes approches, en fait, c'est une approche qui permet en fait de s'intégrer avec d'autres. Voilà, et c'est très complémentaire d'avoir l'aspect interpersonnel aussi, personnel. Est-ce que j'ai répondu parce que j'ai l'impression qu'il y avait plusieurs questions. Est-ce que j'ai répondu, Sandrine? Oui, ça répond. Ben juste, ça m'inspire que, en fait, l'étape pour nous, ce serait peut-être effectivement d'aller vers quelqu'un de compétent dans ce domaine, comme tu disais, et ensuite, pour pouvoir se libérer de ça et aller vers une création de gouvernance libérée par, où ça, c'est plus dans le champ, quoi. Où ça, c'est, enfin, moins dans le champ, de manière à lever des résistances à ce qui pourrait être mis en place au niveau structurel, comme tu dis. Ouais. Et ce que je trouve intéressant, ça me fait penser à quelque chose de ce que tu dis, là, le côté effectivement personnel. En fait, les gens, ils arrivent avec leur bagage, leurs croyances, leur comportement et tout ça, et ça va avoir un impact sur le groupe. Et que bah, soit on veut agir du coup là-dessus, aider les gens à se transformer, et du coup, ça les aidera à être d'autant plus au service de l'organisation. Mais pour moi, clairement, ça, j'ai déjà vécu, hein, notamment avec la gouvernance organique. J'ai vécu dans un collectif qui utilisait ça, où le travail sur soi est vraiment une part intégrante de la gouvernance, en fait. C'est même un des objectifs. Et en fait, ça demande que tous les membres aient envie de ça. Sinon, ils peuvent le vivre de manière comme une intrusion, et ça peut mettre beaucoup de pression. Enfin, et s'il y a des gens qui sont très charismatiques dans le groupe ou qui sont un peu manipulateurs ou autres, ils peuvent s'en servir aussi ça peut créer des dégâts humains. Enfin voilà, c'est qui tout double. Enfin pour moi, je trouve ça hyper intéressant. J'aime beaucoup cet aspect travail sur soi et travail sur la posture. Mais voilà, avoir une vigilance pour ça. Et ce qui est intéressant aussi, c'est de voir. Pour moi, il y a les deux qui se complètent, le côté structurel et le côté personnel. C'est aussi, on peut trouver des solutions structurelles à des problèmes personnels en fait. Par exemple, quelqu'un qui a un problème avec la parole, quelqu'un, par exemple, pour un problème très courant et très fréquent, quelqu'un, par exemple, qui monopolise la parole, soit on essaye d'avoir que sa posture évolue pour qu'il comprenne et qu'il arrive à se réfréner, d'aller voir où fait tout dans son histoire, ou soit on va mettre une règle où du coup, tiens, il y a quelqu'un qui va faciliter les réunions et on chronomètre et on a un bâton de parole et on fait tourner, etc. On peut aussi trouver des questions structurelles aux problèmes qui touchent à l'individu et à sa posture. Et c'est intéressant, par exemple, d'avoir des variantes. Moi, je vois le consentement qui est très en vogue, mais qui est exigeant au niveau de la posture. Moi, il y a plein de groupes où, en fait, pour moi, il n'y a pas les conditions pour faire du consentement. Et là, c'est intéressant d'avoir des variantes, comme le vote à choix multiple, comme du vote à choix multiple, du vote pondéré, etc. Des votes qui permettent d'avoir des très hautes adhésions, de créer une décision ensemble, et où il n'y a pas des gens qui vont pouvoir bloquer le processus, où ça va être, on va maîtriser le temps et où le processus ne peut pas être mis en difficulté par quelqu'un qui n'aurait pas la posture. Voilà, donc, mais ça se complète. Hein. Lorenzo, je vois que tu as levé la main. Et avant ça, je voulais dire aussi que j'ai vu que Guillaume nous a rejoint, Guillaume Gardette. Bienvenue Guillaume. Et Guillaume, il y a 1 an, il a fait le module de base de la gouvernance intégrative, donc transmettre toutes la boîte à outils, toutes les connaissances pour créer une gouvernance sur mesure. Et Guillaume a fait, du coup, c'était en juin dernier,
la formation professionnelle pour apprendre à accompagner des groupes. Voilà. Et donc depuis, alors pareil, il a plusieurs cordes à son arc, mais du coup, il a rajouté la gouvernance intégrative à son arc, il a fait la formation pro. Et du coup, Guillaume, si tu as envie de répondre, si vous avez des questions pour Guillaume, ou si Guillaume, tu as aussi envie de prendre la parole pour répondre et partager ton expérience, c'est tout à fait bienvenu. Merci Sacha. Et bonjour à tous et à toutes. Salut Lorenzo et Jérôme. Et ceux que je connais mais que je ne vois pas qui sont là. Lorenzo, tu avais levé la main? Oui, eh bien, ouais, je te salue, Guillaume, et merci, Sacha. Chaque fois que je t'entends ou que je te rencontre, je trouve ta démarche vraiment enthousiasmante, sincèrement, parce que ça répond à plein de questions auxquelles je suis amené à être confronté dans les collectifs et que toi, tu as abordé de façon très pragmatique. Et en fait, moi, je suis à cet endroit, tu sais bien, peut-être, c'est à cette articulation où comment faire en sorte que lorsqu'il y a quelque chose qui est très pertinent, ça puisse être rendu viral. Le mot est peut-être un peu fort dans l'oreille de certaines personnes. Et pour ça, pour l'instant, il me semble, à travers les expériences que j'ai ou de voir comment ça se manifeste, la meilleure façon, c'est d'imaginer que tout ce que l'on produit soit dans un mode de bien commun numérique ou juridique, ou autrement dit, sous licence open source et à réciprocité, c'est-à-dire en CC by SA. Mais pas que. Mais pas que, parce que souvent, la vision que l'on a de cette démarche-là, c'est juste dire, OK, je vais donner, je vais partager. Mais il y a une autre dimension aussi qui est complètement négligée, qui est la dimension stratégique. Et la question qui vient avec ça, quand on envisage de mettre sous licence open source, c'est quelle communauté? Parce que ce que tu mets en pratique, ce que tu es en train de le partager, c'est est-ce que tu as réfléchi à voir quelle communauté tu voulais créer autour de toi? Quand je parle de communauté de contributeurs. Là, par exemple, tu viens de parler de Guillaume, et je suis ravi que Guillaume soit présent, parce que là, il y a quelque chose à réfléchir pour comment effectivement faire grandir et partager. Et l'avantage des contributeurs, et je finis là, si tu veux bien, c'est qu'ils ont certainement un autre point de vue ou d'autres choses à apporter que toi-même, tu ne puisses pas envisager parce que, voilà, c'est l'intelligence collective. Et c'est à cet endroit-là que je voudrais juste, comme ça, à cette occasion, pouvoir l'évoquer. Merci. Merci Lorenzo. Ouais, c'est intéressant. L'aspect communauté, intelligence collective, parce que effectivement la gouvernance intégrative, 2 ans et demi, c'est tout récent, hein, faut pas se mentir, il y a encore beaucoup à créer, et ça c'est hyper enthousiasmant. Et moi j'ai mes biais en fait, moi j'ai mes propres biais, et même si j'ai pas été tout seul à créer la méthode, c'est quand même moi qui ai mis beaucoup. Et là, une des grandes joies, c'est du coup, depuis la première formation pro, on a créé un réseau professionnel autogéré, du coup, des gens qui accompagnent avec la gouvernance intégrative, dont fait partie Guillaume. Et du coup, c'est un réseau qui a 4, je vais le dire de mémoire, qui a 4 objectifs. Il y a s'entraider au niveau professionnel. Donc, ça peut être se passer des missions, se donner des conseils, plein de choses. C'est développer toute la méthodologie de la gouvernance intégrative, tout ce paradigme-là, créer par exemple dans la pédagogie, que tiens, là par exemple, j'ai besoin d'un jeu pour faire vivre telle expérience à ce groupe-là, est-ce que vous auriez des idées? Dire tiens, là par exemple, on va travailler, explorer un petit peu toutes les polarités qu'il peut y avoir dans la gouvernance, par exemple, voilà, formel, informel, le côté confidentialité, transparence, verticale, horizontale. Là, par exemple, on fait un travail avec ce groupe-là, on a à peine démarré, mais d'explorer un peu toutes ces polarités-là, qui peuvent du coup être très conflictuelles dans certains groupes qu'on accompagne. Voilà, là, on va bosser aussi, améliorer le questionnaire, le diagnostic. Voilà. Et donc, ce réseau-là, donc, voilà, créer des communs. Donc, il y a des communs qu'on crée. Moi, j'ai créé beaucoup de communs, je vais continuer à en faire, qui sont en CC by SA, donc accessibles à tout le monde. J'en mets pas mal sur le site, dans la newsletter, tout ça. Et après, il y a des communs qu'on crée avec le réseau professionnel, qu'on se partage au sein du réseau.
Et ça, c'est une grande joie de pouvoir développer cette méthode avec de l'intelligence collective. Moi, j'ai la conviction intime, j'ai le feu intérieur depuis que cette idée elle est venue que le monde il a besoin de ça, en fait, que c'est au service du monde et que les organisations, elles veulent être accompagnées sur mesure, elles veulent qu'on prenne en compte leurs spécificités. Là, c'est très rare les organisations qui vont vous dire oui, je veux qu'on plaque un modèle dessus, quoi. Et du coup, il y a un vrai appel pour ça. Et les organisations le font déjà des fois de manière un peu empirique, hein. Il y a plein d'organisations qui créent déjà leur gouvernance sur mesure. Mais là, pour moi, on est en train de créer, et du coup, là, on est en train de le créer, de le développer, continuer à le développer ensemble avec le réseau. Voilà, créer cette méthode pour accompagner les organisations sur mesure et quelque chose du coup qui s'adapte à tous les types d'organisations, en fait. Que ce soit les entreprises, les assos, les écolieux, les tiers-lieux, etc. Et c'est super enthousiasmant. Et il y a encore beaucoup de choses à créer. Et donc, si vous nous rejoignez, bienvenue, quoi. Que ça soit créer des variantes, là, il y a 2 mois, on a créé des variantes de processus d'élection sans candidat. Tiens, comment on fait à distance, comment on fait un groupe très nombreux, comment on fait un groupe avec des gens qui ne se connaissent pas, comment enfin, on remet une créativité là-dedans et c'est hyper enthousiasmant, quoi. Et bienvenue à votre créativité. Rachel, j'ai vu que tu avais levé la main. Ouais, en même temps, je vois qu'il y a plus beaucoup de temps, mais je me faisais la réflexion. Je voyais vraiment l'intérêt de tout ce travail avec tout ce qui est associatif, économie solidaire et sociale, parce qu'il y a des valeurs communes, parce qu'il y a cette envie de partager, de collaborer, de co-créer. Et j'avais un petit peu vraiment mis de côté tout ce qui est gros groupe lucratif. Et finalement, je me demande si on ne pourrait pas, d'une manière ou d'une autre, aborder tes sujets. Enfin, tu y penses, tu penses que c'est possible ou c'est pas accessible et c'est un peu peine perdue? D'utiliser la gouvernance intégrative pour accompagner des groupes lucratifs, des entreprises, tout ça? Oui, il y a un Oui. fossé, hein. Ils ne sont pas encore là-dedans hein, pour la plupart, mais est-ce que ça vaut le coup de s'y... Ah, Guillaume, tu n'es pas d'accord? Vas-y, Guillaume, si tu veux répondre. Je veux bien votre avis. Non, bah, Sacha, tu es mieux placé pour répondre. Tu as donné tes exemples. Et en tous les cas, nous, le premier, enfin, le groupe l'asso qu'on a accompagné, elle était très hybride, c'est-à-dire qu'à la fois, elle avait un côté start-up où l'idée, c'était cette année, on a travaillé en novembre sur leur gouvernance. L'idée, c'était encore 2023, ils essaient de 100 000 euros de chiffre d'affaires, l'année d'après 1 million et l'année d'après 1,5 million. Enfin, bon. Donc, ils ont une double culture à la fois très militaire, parce que c'était des militaires qui organisaient une asso, et à la fois très start-up. Et moi, j'étais un régal parce qu'on serait venu avec la gouvernance partagée ou avec un autre truc, on se serait fait exploser. Là, on a fait le truc, c'était fun et c'était sympa. Et puis, bah, voilà, Sacha, tu vas dire, toi, tes expériences récentes dans des gros groupes, quoi. Ouais. Pour moi, la gouvernance intégrative, vu que c'est une méthode faire sur mesure, elle peut vraiment s'adapter à tout type de groupe. Et même les entreprises, c'est étonnant, hein, les initiatives qui se passent aussi dans le monde de l'entreprise. Je pense qu'il ne faut pas avoir une vision trop stéréotypée, même si il y a plein d'entreprises encore qui sont dans des modèles de management juste hiérarchiques, etc., qui ne se posent pas de questions. Mais en fait, si elles ne se posent pas de questions, de fait, elles vont pas venir me chercher, elles ne vont pas venir vous chercher. Donc, la question ne se pose pas. S'il y a une entreprise qui vient vous chercher, c'est qu'elle a envie d'évoluer et qu'il y a plein de gens qui c'est des êtres humains, hein, les gens qui font partie, et ils ont aussi des valeurs. Et il y a plein d'entreprises qui ont envie de faire des choses bien au service de la société et qui ont envie que leurs collaborateurs soient bien. Et moi, je trouve ça bien aussi. Pour moi, c'est une manière, le changement, on peut l'apporter par il y a plein de portes d'entrée différentes pour apporter du changement et créer un monde meilleur. Et pour moi, le monde de l'entreprise, il mérite aussi de bénéficier de ça. Et moi, c'est un Et si public je que peux j'aime. rajouter, Vas-y. Et si je peux rajouter, dans le réseau actuel, et je pense, j'imagine futur, c'est qu'il y a des gens qui sont plus spécialisés, qui viennent du monde de l'entreprise, qui sont même déboussolés par le monde alternatif ou entreprise sociale solidaire, ils n'ont pas assez repères. Et je pense une en particulier qui est sur Bordeaux. Et la rencontre des deux, elle est très intéressante parce qu'elle nous donne un vocabulaire, elle nous donne des complémentarités.
Et je pense qu'on est des terrains d'expérimentation dans le milieu alternatif et ESS, mais pour moi, la vocation, c'est de le diffuser largement à d'autres niveaux, quoi. C'est pas qu'il y ait deux mondes qui continuent à s'opposer, c'est qu'on soit là pour en soutien et quand ils sont prêts à évoluer, évidemment, on ne peut pas les forcer. Ouais. Et par rapport au monde de l'entreprise, bah, c'est un monde qui a des enjeux économiques importants. S'ils ne rentrent pas assez de sous à la fin du mois, ils font faillite, quoi. Et du coup, faire des changements majeurs, on va dire une entreprise qui a un fonctionnement assez vertical, pour lui apporter de la gouvernance partagée, ça peut être extrêmement… sauter le pas, ça peut être une prise de risque trop importante, en fait. Je veux dire, là, on fait table rase du passé, puis on repart sur… la gouvernance partagée, c'est pas que horizontal, mais on repart sur un fonctionnement complètement différent, avec des commissions, du consentement, etc. Ça peut être un saut qui est trop grand, en fait. Et c'est là où c'est hyper puissant de pouvoir intégrer les polarités, en fait, et de garder des choses qui peuvent être au début nécessaires de garder, ne serait-ce que pour rassurer les personnes qui ont le pouvoir, que lâcher le pouvoir se fasse progressivement, et d'avoir une absence de jugement aussi, de se dire, mais en fait, le côté vertical, il n'est pas mauvais. C'est juste que si on l'utilise en excès, on manque d'intelligence collective, les gens qui exécutent, ils sont démotivés, les gens qui sont au sommet sont épuisés, etc. Enfin, il y a plein d'inconvénients à aller dans un excès de verticalité, mais que ce n'est pas mauvais en soi, il n'y a pas de jugement sur le fait que d'avoir cette polarité-là. Et ce côté intégratif aussi, et voilà, c'est puissant. Pour moi, ça permet aux gens d'avancer progressivement aussi, du coup aux entreprises qui ont besoin de ça. Ok, est-ce qu'il y a d'autres questions? Là, il est 16h04, ça fait du coup 1 heure qu'on a démarré. Je voulais encore laisser du temps là s'il y a… voilà, s'il y a des questions. Moi, j'avais encore un ou deux trucs. Je peux vous présenter par exemple 1 ou 2 exemples concrets de groupes accompagnés. Voilà, et voir si je peux vous dire aussi 1 ou 2 mots là sur les différentes formations de gouvernance intégrative si ça vous intéresse. Voilà. Mais j'ai plutôt envie de répondre à votre besoin, à votre curiosité. Ah voilà, Timothée. Vouloir faire évoluer une organisation existante, travail de transformation, et vouloir créer une nouvelle structure n'est pas la même chose. As-tu des éléments dans le deuxième cas? Ok, donc créer une structure nouvelle. Oui, c'est des choses que j'ai déjà fait. J'ai déjà accompagné des groupes. C'était des écolieux, ces groupes-là. Du coup, qui démarraient de zéro, quoi, qui démarraient leur projet, qui voulaient créer leur gouvernance. C'est pas très différent. Il y a beaucoup d'étapes qui vont être les mêmes. La seule différence, c'est qu'en fait, on ne peut pas faire de diagnostic. Il n'y a pas d'existant. Donc, on ne va pas faire de diagnostic. Donc là, on va plus… ce qu'on peut faire pour préparer un peu ce travail-là, c'est aider les gens à explorer un peu les différentes expériences qu'ils ont fait, à mettre des mots de la conscience collectivement sur les différentes expériences qu'ils ont fait en amont. Et après, pareil, on va récolter leurs envies, qu'est-ce qu'ils ont envie vers quoi ils ont envie d'aller, et puis après, les accompagner pour le créer. Mais du coup, c'est surtout cette étape-là qui change. Ouais. Allez, je vais vous présenter un petit… il faut que je mette la bonne diapo. Un groupe que j'ai accompagné, que j'ai trouvé très intéressant à accompagner. Donc ça, c'est un groupe que j'ai accompagné avec le DLA, la structure qui finance des accompagnements. Voilà, ça, typiquement, par exemple, ça, c'est un groupe, c'était une mission de 4 jours, rémunérée 4 000 €. Il y avait un appel d'offres. Donc, ils font un appel d'offres, ils font appel à 3 prestataires. Et ensuite, ils sélectionnent un dossier. Et puis, voilà. Donc ça, c'était une association d'écologie scientifique avec donc une structure qui était assez… côté original, c'est qu'il y avait en même temps un côté vertical, un côté un peu comme une entreprise, en fait, avec une hiérarchie.
et du coup des enjeux économiques. 20 salariés, vous imaginez qu'il y a déjà des enjeux économiques conséquents. Et en même temps, une culture de groupe très horizontale, un milieu écologiste, alternatif, où vraiment les valeurs de s'écouter, de prendre en compte, de bienveillance et tout ça qui sont très importantes. Et donc, il y avait un peu et cette double culture un petit peu crée pas mal de problèmes, parce que notamment les gens qui avaient du pouvoir du fait de leur position hiérarchique avaient du mal à s'en saisir parce qu'ils ne se sentaient pas forcément légitimes ou parce qu'ils allaient être mis en question pour ça ou être critiqués, etc. Donc il y avait ça par exemple, cette dualité pouvait poser souci. Il n'y avait aucune clarté sur du coup de quelle manière se prenaient les décisions. Voilà. Et du coup, c'est là où ressortait cette dualité-là entre quelque chose des modes de consultation, décider ensemble et le côté hiérarchique où voilà, il y a une personne, c'est dans son périmètre, elle décide. Et du coup, il y avait souvent cette envie, il y avait régulièrement des sujets qui revenaient en réunion pour avoir un bon niveau d'adhésion, mais c'était un peu au pif, les sujets, c'était un peu l'initiative des gens. C'était pas très cohérent quel sujet ou pas allait être pris en réunion. Des fois, ils allaient prendre beaucoup de temps sur un sujet avec peu d'enjeux et des processus très chronophages, quoi. Ils étaient sur une espèce de consensus informel, on discute jusqu'à se mettre d'accord. Et parmi les objectifs de l'accompagnement, il y avait garder une bonne autonomie des salariés. Voilà. Et le CA qui se plaignait de ne pas être assez consulté sur toutes les questions stratégiques. Et voilà. Et du coup, là, ce que vous voyez à l'écran, c'est le résultat du travail, notamment sur la clé de voûte, là, comment ils choisissent le processus de gouvernance. Voilà. Et du coup, au début de l'accompagnement, ils avaient essayé les années d'avant, l'ancienne directrice avait essayé de faire un tableau où on récapitule toutes les décisions et chaque décision par qui elle est prise et de quelle manière, ce qui fait une usine à gaz. Le travail n'était jamais allé au bout, il n'avait jamais été appliqué. Et quand on a redémarré l'accompagnement, la nouvelle directrice, elle imaginait qu'on allait refaire ça. Mais on n'a pas tardé à tomber d'accord avec le groupe de travail, et elle en faisait partie, que c'était une usine à gaz et du coup, c'est ça qu'ils ont créé. C'est une organisation où il y a des périmètres. Le périmètre, chacun a une fiche de poste quand même qui décrit son périmètre qui est assez clair. Et dans son périmètre, on laisse les gens libres et on leur fait confiance pour choisir le processus de décision. Voilà, quelqu'un qui gère les séjours avec les jeunes, et tiens, là, il y a une question qui se pose, est-ce qu'il annule avec la pluie, machin, etc. Et c'est lui qui va voir, suivant le niveau d'enjeu qu'il ressent, suivant l'urgence, suivant, etc. Est-ce qu'il va consulter les gens? Est-ce qu'il va appeler quelques personnes pour les consulter? Est-ce qu'il va décider tout seul? Est-ce qu'il va ramener le sujet en réunion? Et du coup, on fait confiance aux gens qui vont choisir un processus adapté. Mais voilà. Et le périmètre, il est garanti notamment parce que le périmètre, il n'est pas toujours aussi clair qu'on l'aimerait. Du coup, c'est le N+1 hiérarchique qui est garant du périmètre si jamais il y a du flou. Et ce qui se passe, c'est que des fois, il y a des gens qui peuvent faire, on ne fait pas toujours un bon usage de la liberté et de notre pouvoir de choix. Donc, si jamais il y a un désaccord sur la manière dont quelqu'un prend une décision, on peut faire un recours. Donc, on va le voir, un recours amiable. Donc, on va le voir pour lui dire, écoute, là, ce sujet-là, tu le ramènes toujours en réunion, ça me prend un temps fou, etc. Est-ce que tu voudrais bien là, faire autrement, consulter en dehors, etc. Ou inversement, de dire là, ce sujet-là, tu le décides tout seul. Moi, je trouve que du coup, tu ne prends pas en compte tel enjeu, telle personne. Et du coup, on va essayer soit de se mettre d'accord ou de se comprendre pourquoi la personne a choisi ce processus-là. Et si le désaccord persiste, c'est le N+1 de la personne qui va trancher sur le processus à utiliser. Voilà, donc quelque chose qui laisse beaucoup de souplesse au final sur le choix du processus, en même temps de la clarté et en même temps de la souplesse. Ils ont fait aussi une liste des décisions cadrées parce qu'il y a certaines décisions qui reviennent de manière répétée. C'est pas vraiment intéressant. Par exemple, un processus de recrutement, on ne va pas se reposer la question à chaque fois de comment on recrute ou certains types de dépenses. Donc là, il y a certaines décisions très précises parce qu'elles sont répétitives. On va les cadrer et savoir comment on les prend. Et une autre expérience intéressante dans ce groupe-là aussi, c'était la directrice, elle voulait un conseiller en fait. Elle voulait quelqu'un, du coup, ce n'était pas un bras droit dans le sens hiérarchique, quelqu'un qui allait partager son pouvoir,
mais c'est quelqu'un à qui elle puisse parler. Elle avait besoin de quelqu'un à qui elle puisse échanger sur tous les sujets, quelqu'un qui connaisse bien l'organisation et qui puisse échanger avec elle, l'aider à mûrir sa pensée. Donc, ce qui reste une position de pouvoir parce que c'est une position d'influence assez forte. Et du coup, ce qu'elle avait en tête, c'était de nommer cette personne, de dire, parce qu'elle a besoin d'avoir de l'affinité avec elle. Mais en fait, les gens n'avaient pas trop envie d'être nommés à ce poste-là, parce que ça peut associer à des préjugés négatifs, d'un peu genre de chouchou, enfin, ça met du coup la personne un peu à part du reste du groupe, en fait. Et du coup, les gens avaient besoin, en fait, ce qu'ils avaient besoin, c'était d'une légitimité qui vienne aussi de leurs collègues, et pas juste d'être nommé par la directrice. Et du coup, une possibilité, on va dire, pour avoir la légitimité qui vient de la base et des collègues, ça aurait pu être l'élection sans candidat, quand quelqu'un a proposé, de dire on peut faire une élection sans candidat. Du coup, c'est les 20 salariés là, qui proposent qui vont élire quelqu'un pour conseiller la directrice, mais la directrice, elle dit moi, ça ne me va pas. Parce que moi, j'ai besoin que cette personne-là, j'ai besoin d'avoir de l'affinité avec elle. Je vais échanger tous les jours avec elle. Je ne peux pas avoir quelqu'un avec qui je n'ai pas de plaisir à échanger. Et donc, voilà, on avait un peu cette opposition là, entre le côté vertical nommé et horizontal élection sans candidat. Et du coup, ça a été l'occasion de créer une variante d'élection sans candidat que vous trouverez sur le site de mémoire. Je pourrais vous l'envoyer si ça vous intéresse, mais vous la trouverez, je pense, sur le site. Elle est dans la boîte à outils de la gouvernance intégrative. J'ai appelé gouvernance élection sans candidat nommé, ce qui peut paraître contradictoire, où en fait, du coup, il y a les salariés, enfin les personnes, le groupe qui fait remonter des noms, par exemple, 3 noms les plus... on fait les étapes classiques de l'élection sans candidat, on va faire ressortir des noms, et la directrice va choisir quelqu'un parmi ces noms-là. Donc du coup, il y a vraiment un mélange d'horizontalité, de faire émerger de la base, et en même temps, la directrice, elle a quelqu'un avec qui elle a de l'affinité. Donc voilà, ça vous donne un petit exemple de la créativité. Qu'est-ce qu'on peut créer de super intéressant? Ça, ils l'ont mis en place immédiatement après l'accompagnement. Ça a donné un super résultat. Voilà, ça vous donne un peu l'exemple de ce qu'on peut créer en fait de génial. Enfin, moi, c'est un kiff d'être au service des groupes comme ça, au plus près de leurs besoins. Et voilà ce qu'on peut créer. Ok, je reviens sur la question de Timothée, sur la question numérique. L'accompagnement virtuel. Alors, je travaille sur des modes de gouvernance pour les collectifs qui coopèrent en remote, donc à distance. Aurais-tu des éléments qui intègrent les aspects de limitation, mais aussi les nouvelles possibilités qu'offre le distanciel par rapport au numérique? Par exemple, sur cet exemple, quelles ont été tes interventions versus leur propre progression? Alors, Timothée, j'aurais besoin que tu me précises ta question juste pour être sûr. Est-ce que ça s'applique? Est-ce que c'est genre comment on fait de l'accompagnement à distance? Ou est-ce que c'est comment on peut aider un groupe à créer une gouvernance qui fonctionne à distance? Est-ce que tu peux me préciser ça? Timothée? Ouais, alors, tu m'as répondu quels sont les éléments différenciants du système de gouvernance. Ok, donc c'est plus sur la gouvernance en tant que telle, je comprends. Dans le cas du distanciel. Ok, sur quoi ça va jouer sur la gouvernance? Moi, clairement, je ne suis pas un expert de ça parce que moi, je n'ai pas un attrait très fort pour le distanciel. Je vois qu'il y a un besoin, il y a un réel besoin des organisations. Mais moi, j'ai moins de plaisir à faire du distanciel. Donc, ce n'est pas ce que j'explore le plus. Mais c'est là où c'est génial d'avoir... où il y a du coup des portes ouvertes, ça veut dire il y a des créneaux à prendre pour se spécialiser en gouvernance sur mesure, en distanciel. Et qu'est-ce que ça joue, le distanciel? Et notamment la gestion de la parole, les réunions, où c'est quand même, ça peut être plus fatigant. La qualité, souvent, après ça dépend, il y a des ressentis très différents. Il y a des gens qui vont avoir plus de mal
Il y a des gens qui trouvent que la qualité équivalente d'écoute et de participation, que ça facilite. Il y a des gens qui vont trouver ça plus difficile. On a beaucoup moins le langage non verbal. Et pour moi, il y a des processus quand même. Tous les processus, il y a beaucoup de paroles. Mais c'est personnel en fait. Je les trouve plus compliqués à distance, quoi. Moi, il y a des choses que je trouve hyper intéressantes. En fait, il y a des processus qui marchent à distance. Je vais vous réafficher la liste. En fait, si on regarde un peu les familles de processus, en fait, il y en a qui marchent plus ou moins bien à distance. Hop. Il y en a qui sont très faciles. Par exemple, tous les processus consultatifs sont extrêmement faciles à faire à distance. Que ce soit qu'on les fasse par écrit, on ouvre un petit pad où on a un document, un forum, un chat, et du coup, on peut donner notre avis. Ou on passe un coup de téléphone, dire tiens, j'ai une question à prendre, je passe un coup de téléphone à la personne. Les rôles, ça marche très bien. Du coup, il y a une personne qui a le pouvoir de décision. Donc, tout ce qui est les rôles, ça va marcher très bien à distance. La liberté individuelle aussi, on laisse les gens libres de prendre leurs décisions. Donc, il n'y a pas besoin de se concerter, il n'y a pas besoin de se voir. Tiens, je vais vous afficher d'ailleurs. Je vais afficher une autre source. Parce qu'en fait, on a classé, j'ai fait ce travail-là notamment, de classer les processus, de pouvoir les comparer un peu suivant leurs différentes caractéristiques. J'ai besoin d'une minute pour vous ouvrir le document. En fait, les processus, ils sont plus ou moins rapides, plus ou moins adaptés suivant les niveaux d'enjeu, plus ou moins simples. Ma webcam, merde. Hop, et je vais vous ouvrir un comparatif. Ça fait partie de la boîte à outils. Est-ce que le processus il est faisable sans être réuni? Hop. Là, il y a les familles de processus. Hop, ça fait partie de la boîte à outils. Voilà, donc les processus, est-ce qu'ils sont faciles? À droite, on voit ceux qui sont plus faciles, qui vont marcher très bien, du coup, sans être réunis, donc du coup à distance. Donc tout ce qui est laissé de la liberté, on va choisir les rôles, le hasard aussi, décision algorithmique, les consultations, ça marche très bien à distance. Et puis après, il y a des processus qui vont commencer à être plus compliqués à distance. Les votes, tous les processus, on va avoir besoin de plus d'échanges. Les votes binaires, les votes créatifs, tout ce qui est consensus, consentement. Sachant qu'on peut considérer la visio comme un palliatif, une manière de faire du présentiel, pas du présentiel, mais une manière de se réunir à distance. Voilà, un petit peu. Voilà, mais comme je te disais, c'est pas le sujet où j'ai le plus de réponses. Sacha, je pourrais rajouter un petit truc là-dessus. Guillaume. En fait, nous, on avait eu la question à l'accompagnement qu'on a fait là à l'automne avec François. Et effectivement, l'idée, c'était de développer une asso au niveau national. Et ils travaillaient déjà beaucoup en distance. Et nous, ce qu'on a botté un peu en touche en leur disant, mais nous, on n'est pas spécialistes de ça. Par contre, on peut coopérer avec vous, c'est-à-dire vous amener votre compétence sur vos outils propres, etc., que là, on ne va pas négocier. Voilà, c'est vous qui avez ce savoir. Par contre, on peut vous aider à réfléchir avec vous à des outils de prise de décision. Nous, on a nos compétences, vous avez les vôtres. Et puis, on essaie de faire des choses ajustées, équilibrées et créatives. Et finalement, voilà, on n'est pas allé très loin là-dessus pendant l'accompagnement, mais on a laissé tellement le champ disponible qu'ils se sont sentis eux-mêmes autorisés après à être créatifs. Donc là, on va faire un bilan avec eux dans pas longtemps, mais je pense qu'ils vont avoir créé des choses. Mais je pense que ça s'adapte complètement. Merci Guillaume. Je vais prendre une dernière question. Julie, je vois que tu as levé la main. Oui, merci. Alors, j'ai aussi écrit la question dans le chat, mais je vais la reformuler. Vous m'entendez bien? Ouais.
Ouais. La question, c'est comment travailler, enfin, comment faire pour être au plus juste dans l'accompagnement que toi tu as, sans se faire, c'est ce que je disais, moi je suis assez empathique et parfois ça m'arrive de me faire un petit peu happer par les énergies de chacun, chacune. Et parfois, je trouve ça difficile de trouver la distance ou l'accompagnement qui soit juste là-dedans pour trouver voilà, une distance qui soit juste, autant pour accompagner le groupe comme il est souhaitable de le faire et se préserver soi. Je pense notamment à des moments où, avec certains outils, il peut y avoir des moments assez complexes pour certaines personnes où ça fait revenir un flot d'émotions très fort. Et voilà, comment faire pour... voilà, j'imagine que c'est un travail long, mais et selon les personnes et les histoires, c'est différent. Mais voilà, je voulais avoir ton... Je sais pas si ma question est claire et si tu as envie de témoigner là-dessus. Sacha, Vas-y, je veux Guillaume. bien répondre parce qu'il va falloir que je quitte dans 2 minutes pour Yes. rejoindre une autre visio. Moi, je vous encourage vraiment à distinguer. Enfin, nous, on est très clair, on a eu des demandes aussi d'assaut où on voyait bien qu'il y avait un gros problème relationnel. Donc, dans le questionnaire de diagnostic, on essaie d'identifier ce truc-là et on limite, c'est-à-dire qu'on précise que voilà les champs d'action. Et après, si certains d'entre nous, quand on répond à plusieurs, ont la compétence de gérer les problèmes relationnels, ce qui est mon cas, et c'est chouette, là, on leur fait une proposition, mais qui n'a rien à voir avec la gouvernance intégrative. Et pareil, dans l'organisation, en tout cas, moi, j'ai tendance à distinguer en disant, voilà, là, vous avez créé des lieux de décision opérationnels. Et puis peut-être qu'il vous faudra aussi créer, mais en dehors de la gouvernance, des lieux d'échange, de régulation, de médiation, de tout ça. Et ce qui est intéressant, justement, je trouve, avec ce réseau, c'est que vu qu'on est multi-compétences, si moi je ne suis pas compétent là-dessus, toi sur les trucs, par exemple, très électroniques, moi les réseaux sociaux, les trucs, je ne suis pas du tout là-dedans, mais probablement qu'il y en a un autre ou une autre qui va être compétente et on va pouvoir soit le renvoyer vers lui, soit coopérer et puis apprendre les uns des autres. Et, mais franchement, moi, je vous encourage tout ce qui est relationnel à le dissocier complètement parce que c'est infernal. Enfin, c'est justement le gros piège, quoi. Je ne sais pas si ça a répondu à ta question, mais moi, c'est comme ça que je fais. Merci, Guillaume. Oui, merci. Moi, je vais rajouter juste un petit truc. Être à la fois au service du groupe et des individus. Moi, ce que j'aime justement avec la gouvernance intégrative, c'est qu'on va pouvoir intégrer la diversité en fait et intégrer les préférences des gens. Et du coup, ça permet, ça facilite beaucoup le fait de prendre en compte les individus. Parce que du coup, on peut créer sur mesure et on peut intégrer les préférences des différentes personnes. Alors, il y a des limites, hein, parce que des fois, l'organisation ne peut pas tout faire et tout intégrer. Mais en tout cas, dans la posture d'accompagnant et dans la capacité à faire du sur-mesure, ça permet aussi de prendre en compte les individus. Et ça, c'est assez chouette. Mais après, voilà, il faut trouver le bon niveau parce qu'il ne faut pas non plus décentrer l'organisation pour... ça peut être risqué et contre-productif de décentrer l'organisation pour une seule personne. Voilà. Pour conclure, je voulais juste vous montrer... Hop. Juste avant de partir, je vais devoir me déconnecter, Sacha, juste pour dire que moi, ce qui me plaît beaucoup, beaucoup dans ce qu'on vit là depuis le mois de juin, une fois qu'on a été formé, c'est que on travaille vraiment en équipe, c'est-à-dire, moi j'ai la chance, on est 3 dans le même secteur géographique, donc physiquement on se voit, mais là régulièrement il y a des propositions de mission, parce que Sacha ne peut pas répondre à tout, et il y a moyen de faire des duos, des trios, de changer, de se compléter et de continuer à améliorer aussi ensemble. On a fait un beau travail plutôt sur la structuration, comment on rend, enfin, on a un visuel en fait qui nous aide à organiser, à avoir la structure de l'organisation. Avec d'autres, on a travaillé plutôt sur le diagnostic qu'on a complété, pardon. Et à chaque fois, c'est une force aussi du collectif. Et voilà, je tenais juste à le dire. Peut-être Sacha vous l'a déjà dit, mais j'en témoigne fortement et c'est très encourageant et très motivant aussi pour ça, quoi.
Voilà, je vais devoir vous quitter. J'ai une Merci, visio, Guillaume. désolé. Et bonne continuation. Et puis, au plaisir de vous voir Yes. ici ou là. Salut Sacha, bon rétablissement. Salut, Guillaume. À bientôt. On va de toute façon bientôt s'arrêter. Je voulais juste vous présenter, si jamais vous avez envie d'aller plus loin, vous voyez que vous avez suffisamment d'intérêt. Du coup, une première étape là, pour la gouvernance intégrative, il y a une formation que moi j'appelle module de base, voilà, qui sert à expérimenter une gouvernance sur mesure intégrative, savoir en créer une, voir un peu toute la diversité des manières de faire, leurs avantages, leurs inconvénients, d'apprendre à intégrer les polarités, la clé de voûte, d'apprendre à choisir le bon processus au bon moment, remettre de la créativité en sachant créer des variantes, voilà, découvrir des processus avec des qualités rares. Donc ça, il y a des préinscriptions, je vous enverrai le lien sur Internet. Donc il y en a déjà un qui est prévu là à Orléans, du 26 au 28 avril. Il y en a un qui est prévu en Isère, là, au 10 au 12 novembre. Et dès qu'il y a 6 personnes, vous pouvez vous préinscrire sur le site Internet. Dès qu'il y a 6 personnes intéressées dans une région, j'en programme un. Voilà, donc c'est à répondre à la demande. Et après, les personnes qui ont fait ce module-là, elles peuvent faire comme Guillaume, la formation pro. Donc là, voilà, c'est pour des gens qui veulent accompagner des collectifs. Donc voilà, là, l'objectif, c'est de transmettre la capacité à accompagner donc, tout type d'organisation à créer leur gouvernance sur mesure. Voilà. Et donc là, le prérequis, c'est d'être déjà expérimenté en gouvernance, voilà, d'avoir déjà un petit peu expérimenté différentes choses, avoir des formations préalables, c'est un plus aussi, d'avoir suivi le module de base. C'est des choses qui sont finançables aussi. Et là, du coup, il y a un module pro qui est prévu pour 2022. Ah oui, pour vous dire, dans le contenu aussi, il y a tout ce qui est l'éthique et la posture, d'accompagnement, la spirale dynamique aussi, toute la méthodologie étape par étape, là, la méthodologie qu'on a assez survolée, du coup là on la voit en détail. Plus de retours d'expérience aussi. On transmet aussi parce que nous on a une pédagogie très interactive, vraiment par l'expérience, transmettre tous nos outils et nos jeux pédagogiques. Approfondir aussi s'il y a des processus que vous avez besoin de maîtriser pour les retransmettre à des groupes. Et là, la spécificité de cette année-là, qui est la deuxième promo, c'est que du coup, il y a une première session du 9 au 11 mai où on transmet les bases pour ça. Et ensuite, entre mai et novembre, tous les participants vont accompagner une organisation. Donc, il va y avoir la pratique, la pratique avec la théorie, avec les connaissances. Et ensuite, on se retrouve en novembre pour débriefer tout ça et approfondir. Et moi, j'ai envie de lancer une invitation quand même, parce que là, la formation, c'était un grand plaisir. Il n'y a que 12 places parce qu'on veut privilégier la qualité. Et en fait, ça s'est rempli hyper vite. Il y avait des préinscrits. Là, il y a 10 sur 12 personnes. Voilà, donc il ne reste que 2 places. Et moi, j'ai très envie qu'il y ait des gens dans toute la France, parce que moi, je commence à recevoir pas mal de demandes, et plus que ceux auxquels je peux répondre. Moi, je suis basé dans le sud-ouest, là, et pour l'instant, il y a eu un centre de gravité dans le sud-est, qui est toujours là, avec pas mal de gens à former. Enfin, plusieurs personnes formées dans le sud-est. Moi, je suis dans le sud-ouest maintenant, mais je reçois des demandes en Bretagne, en Normandie, à Paris, à Strasbourg, machin, etc. Et moi, j'ai pas vocation à passer ma vie sur les routes, que ce soit financièrement, écologiquement, c'est pas mon objectif. Et donc, voilà, une invitation particulière, si jamais vous êtes dans ces régions-là, il y a plein d'opportunités à saisir, en fait, parce que dans ces régions-là, du coup, il n'y a personne à ma connaissance personne utilise la gouvernance intégrative, ne fait de la gouvernance sur mesure. Donc, plein d'opportunités à saisir. Voilà, et puis moi, ça me permettra de pouvoir vous confier les missions aussi que je ne peux pas assurer. Voilà. Vous voyez, 16h30, ça fait 1h30 qu'on est ensemble. Je vous propose qu'on se quitte, à moins qu'il y ait vraiment un truc là brûlant. C'était un plaisir en tout cas de partager ce temps avec vous là. Voilà. Et le côté participatif aussi, merci pour votre participation, les questions.